Irving B ou Irv pour ses amis est une légende. Si certains en doutaient encore, j'espère que cet épisode 4 de Severance le leur a prouvé pour de bon. Comme d'habitude, il faut absolument avoir vu l'épisode avant de regarder cette vidéo et ne pas craindre les analyses et les théories. Tout bon épisode de Severance apporte son lot de questions et de réponses et surtout de moments mémorables pour nos personnages notamment. Cet épisode 4 n'a pas dérogé à la règle tout en brisant pourtant la plupart des habitudes des inters comme des spectateurs quand on suit les péripéties à l'intérieur de Lumon. Cet épisode s'ouvre sur le visage d'Irving tout comme il se refermera sur lui. La prévalence du noir et du blanc que j'évoquais déjà pour l'épisode 3 s'impose ici dans son évidence immaculée. On y retrouve les notions classiques de dualité, d'opposition et de complémentarité qui traversent toute la série. Comment les inters peuvent se retrouver là en pleine nature? Qu'est-ce que cela signifie pour leurs exters? Qu'auraient-ils accepté et pourquoi? On s'interroge forcément, d'autant plus quand chacun semble apparaître en un lieu différent pour se rejoindre ensuite et assez simplement et regarder un téléviseur dont l'alimentation électrique paraît impossible. On peut légitimement penser à une forme de simulation permise par les implants sans doute. Les inters sont-ils véritablement conscients ou allongés dans on ne sait quelle partie de l'immeuble Lumon? Toutefois, on a 3 points qui viennent titiller cette hypothèse d'une simulation. Le premier, c'est le rêve d'Irving. S'agit-il d'une mise en abîme, d'un rêve à l'intérieur d'une simulation? On ne peut pas l'exclure. Toutefois, cela semblerait indiquer un manque de contrôle ou un défaut dans la simulation. Le deuxième point, c'est le fait que Mark et Elena font l'amour. C'est évidemment envisageable de manière virtuelle, mais Elena se contenterait-elle d'une étreinte virtuelle alors qu'elle recherche de toute évidence un rapprochement le plus réel possible? En outre, si la scène est virtuelle, il ne peut y avoir aucune supposition sur une éventuelle conception durant ce rapport. Le troisième point enfin, c'est la peur manifeste de Milchick et Elena quand Irving menace de la noyer. S'il s'agissait d'une simple simulation, d'autres solutions d'urgence auraient sans doute été envisageables et envisagées. Le raisonnement m'amène donc plutôt à admettre que la sortie était réelle, mais sans certitude néanmoins. Difficile de savoir de quelle technologie dispose Lumon, puisqu'on reste dans une série d'anticipation. La présence des doubles imparfaits qui parsèment la quête artificielle, comme autant de poteaux indicateurs, est une de ces étrangetés. Je suppose que ces doubles sont des projections holographiques en quelque sorte et que leur aspect dérangeant et étrange, comme des clones ratés, des inters, s'explique tout simplement par le symbolisme découlant du fameux appendice 4 de Kia Egan sur son frère jumeau Dieter. En effet, Seth Milchick semble avoir imaginé une quête au symbolisme grossier avec ses doubles qui souligne que les inters sont engagés dans un cheminement face à eux-mêmes tout en s'inscrivant dans le mythe du frère dévoyé développé dans le fameux appendice 4 qui explique comment Kir a désavoué son jumeau onaniste. En résumé, il s'agirait là d'une idée de mise en scène de Milchick pour souligner que tout un chacun risque de succomber aux 4 mauvais tempéraments, le tout s'inscrivant dans l'ambiance volontairement inquiétante de ce team building qui a pour but de démontrer que l'extérieur est un lieu hostile et potentiellement dangereux au sein duquel Lumon représente la sécurité et la familiarité. On peut bien sûr y voir un rappel de la dichotomie omniprésente dans la thématique centrale de la série, mais je ne pense pas que ces doubles aient la moindre réalité physique. Dit autrement, ce ne sont ni des clones ni des robots, juste des projections, en tout cas, c'est ce que je suppose. Et pourtant, c'est vrai, le nom donné à cette sortie en VO, Hordebo, forme une anagramme évidente de robot, mais pour moi, il s'agit surtout ici de souligner l'aspect artificiel de toute cette expédition qui reprend tous les codes de retraite faussement spirituelle et de pratiques sectaires consternants. Plus prosaïquement, la photographie de cet épisode est très aboutie, on la doit à Jessica Lee Gagné, qui approche ici de la maestria démontrée par Suzy Lavelle pour l'épisode 2. C'est Ben Stiller qui est à la réalisation. On remarque dès les débuts de l'épisode 1 ou 2 plans qui présagent du destin d'Irving. Et je pense notamment à celui qui le voit disparaître en transparence sur fond de ciel et qui m'a tout de suite amené à supposer que son existence même serait en jeu durant cet épisode, avant que je n'oublie et que mon monteur n'attente à ma personne. Non ? C'est avec un couteau sous la gorge que je souligne des similitudes de plans dans cet épisode avec ceux vus dans la série Lost, notamment ces silhouettes qui pointent une direction du doigt. Le fait pour les personnages de retrouver l'annexe sacrée et secrète dans une caverne reprend de façon très grossière les codes et les étapes du voyage du héros de Joseph Campbell, le fameux monomythe qu'on retrouve à toutes les sauces. L'aspect artificiel est ici souligné par le néon placé juste au-dessus du livre sacré pour le mettre en évidence.
La symbolique de la caverne est aussi celle de Platon sans doute, et elle est d'autant plus pertinente que les inters sont comme des enfants qui ne savent rien de la réalité des choses à l'extérieur, et à qui on peut aisément faire croire tout et n'importe quoi, comme le fait que cette cascade serait la plus haute au monde. Ceci dit, comme Dan Erickson, le créateur de la série, le souligne en interview, si les inters étaient des enfants en saison 1, ils passent en quelque sorte à l'adolescence dans cette saison 2, et les manipuler n'est plus si facile, d'autant que des éléments essentiels échappent a priori à Lumon, et notamment à Milchick, comme le fait que Mark est passé par le processus de réintégration. Avec le cas de Pete en première saison, on sait toutefois que la réintégration n'est pas immédiate, et que le processus appliqué à Mark est sans doute plus prudent encore, ce qui signifie que les éléments d'une mémoire n'arriveront vers l'autre qu'au compte-gouttes, comme lorsqu'il voit le visage de Gemma en surimposition sur celui d'Elena. On peut se demander si Irving est lui aussi passé par une réintégration, mais pour le moment, il est délicat de trancher. En revanche, il ne fait aucun doute qu'une partie de l'entraînement du Irving exter se retrouve dans les capacités d'observation et de déduction de son inter, de même que dans la détermination implacable dont il fait preuve dans l'ultime confrontation avec Elena. Cela vient renforcer l'idée selon laquelle Irving fait partie des services de renseignement et conforte la théorie qu'il serait en mission au sein de Lumon depuis longtemps, potentiellement suite à une disparition comparable à celle de Gemma, mais survenue longtemps auparavant. Pour pousser ce questionnement un petit peu plus loin, souvenez-vous, dans la précédente vidéo, je m'interrogeais sur l'éventualité que Gemma serait une espionne. C'est très improbable pour le moment, mais si on suit ce type d'interrogation, pourquoi toutes les voitures des environs de Lumon datent-elles des années 70 et 80 et pourquoi les distances semblent-elles si vastes et le temps si froid? Je commence à me demander si le monde de Severance ne proposerait pas des États-Unis qui auraient par exemple perdu la guerre froide contre la Russie, ou encore si les événements ne se dérouleraient pas dans une région du monde qui surprendrait le public, comme à la limite de la Sibérie par exemple, plutôt qu'aux États-Unis tels qu'on les imagine. Entre le capitalisme de Lumon et le culte de la personnalité et cette religion messianique de Kir, on pourrait trouver une sorte d'étonnante hybride entre des dérives typiquement américaines, mais aussi celles de l'Union soviétique, par exemple. Néanmoins, dans les extraits diffusés du livre de Ricken, The You You Are, des passages indiquent assez clairement que l'action se déroule bel et bien aux États-Unis. En résumé, on pourrait être dans un coin un peu à part ou une uchronie dans laquelle les États-Unis auraient traversé d'autres influences que dans le déroulement historique tel que nous le connaissons. Laissons pour l'instant cette réflexion de côté, mais je pense qu'il faut la garder en tête pour glaner d'éventuels indices à ce sujet dans les prochains épisodes. Durant le voyage initiatique froid et inconfortable proposé aux inters, ils trouvent un cadavre de phoque. C'est un détail des plus aberrants qui a été planté là par les équipes de Lumon. Je pense que l'idée consiste à instiller une sensation d'étrangeté menant à la peur. Toutefois, je comprends surtout les implications de ce cadavre en termes de référence. C'est un cadavre difficile à identifier comme celui de Gemma, a priori, si on se base sur la discussion entre Mark et sa sœur chez Pips. À ce sujet, je pense aussi que le fait de voir un portrait de Kir Egan se déformer sur les marshmallows jetés au feu, plus tard dans l'épisode, est aussi une référence indirecte à cette notion de visage difficile à identifier, cette fois du fait des brûlures. Autre référence interne étrange, le nom du fichier sur lequel travaille Irving dans son rêve est Montauk. Voici un nom intéressant qui a failli être le titre initial de la série Stranger Things, avant qu'elle ne devienne Stranger Things. Montauk est une ville côtière des États-Unis qu'on retrouve dans des références au projet secret de la CIA sur la parapsychologie. Montauk est aussi connu pour son monstre qui était le cadavre d'un animal longtemps resté non identifié, retrouvé sur une plage, et faisant le miel des théories de cryptozoologie. On peut y voir un lien avec ce cadavre de phoque qui ressemble un peu à un globster. Les globsters, ce sont ces cadavres de baleines ou de grands requins qui ont un certain temps interloqué les spécialistes. Il y a d'autres références associées au nom de Montauk, mais j'y reviendrai au moment d'évoquer le rêve lui-même. La lecture au coin du feu proposée par Milchick vise à alimenter la mystique entourant Kir Egan et ses écrits. Impossible de savoir si Kir Egan a écrit cette histoire, ni sur quoi elle s'appuie réellement. Après tout, il est possible que Kir Egan n'ait même jamais existé, pour autant qu'on le sache. Certains spectateurs ont exprimé une théorie intéressante sur Reddit qui s'inscrit dans la continuité de l'épisode 3 avec la visite de Natalie chez Ricken et la discussion autour de son livre. Se pourrait-il que ce chapitre extrêmement bizarre soit en réalité l'œuvre de Rickon Hale? Si l'idée me semble initialement saugrenue, elle est quand même renforcée par la révélation du titre du chapitre 2 qui ne sera jamais lu, La nounou voleuse, qui pourrait avoir été inspiré à Ricken par l'épisode de Madame Selvig et du bébé de Devon et Ricken, bien sûr, en saison 1. Faute de pouvoir se prononcer sur cette supposition, je préfère souligner les possibles inspirations bibliques de cette mort de Dieter, le frère de Kir. En effet,
Si elle est présentée comme une sorte de punition par des forces supérieures, on peut supposer, si mort il y a, qu'il s'agissait sans doute d'un meurtre, et le meurtre de Dieter par Kyr lui-même. Ainsi, Kyr serait semblable à Caïn et Dieter à Abel, sachant que le prénom de Milchik n'a jamais été aussi important que dans cet épisode, et qu'il s'agit de Seth, le troisième fils d'Adam et Ève. On commence à discerner un vague dessin, tout comme Irving lorsqu'il fixe la nuée de chiffres devenant des lettres sur son écran onirique. Encore une fois, l'obsession de Lumon et donc des Egan pour la procréation s'exprime dans cet épisode lorsqu'est évoqué le dévergondage de Dieter, qui pratique une masturbation des plus énergiques apparemment. On constate qu'Elena s'en moque, sans doute pour jouer le rôle d'Ellie du mieux qu'elle peut, pour détourner les soupçons d'Irving, mais aussi potentiellement pour profiter de ce rôle pour exprimer le fond de sa pensée sur les délires des écrits de Kyr Egan. Plus troublant toutefois, elle va faire l'amour avec Mark et il est difficile de ne pas penser à l'éventualité d'une grossesse qui pourrait en découler, même si rien ne permet pour l'instant d'aller plus loin à ce sujet. Ce qui est intéressant dans la scène d'amour, c'est qu'on passe nettement d'un filtre bleu, celui des tentes, à un filtre rouge-orangé du fait du chauffage. Un passage qui vient accompagner le premier signe de la réintégration en cours dans l'esprit de Mark, et donc de l'irruption du Mark externe dans la vie du Mark inter, avec la surimposition du visage de Gemma sur celui d'Elena bien sûr. Avant cela, au moment de l'installation dans les tentes bleues, la couleur du raffinage des macrodonnées, on a eu droit à un face-à-face révélateur entre Irving et Ellie, dont le visage est soudain devenu celui d'Elena. Les soupçons d'Irving sont forts et le rêve qui l'attend dans la nuit glaciale va venir cristalliser ses impressions. La présence de Burt qui ne dure qu'un instant avant que le panneau de séparation ne soit relevé vient souligner la cruauté du commentaire d'Ellie le soir précédent. Ensuite, Irving voit le tempérament du chagrin à la place habituellement occupée par Ellie, précisément dans l'angle de bureau opposé au sien. Ensuite, les chiffres se transforment en lettres qui forment facilement le nom Egan et les nuées de chiffres commencent même à former un visage difforme puis un œil. Le nom du dossier sur lequel tout le monde travaille dans le rêve est donc Montauk. Il y a un autre film célèbre dont la thématique est associée à cette ville, ainsi qu'à la mémoire. Il s'agit de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, un magnifique film de Michel Gondry que je vous recommande bien sûr. La référence est quasiment indiscutable puisque le film est écrit par Charlie Kaufman. Or, Charlie Kaufman était déjà référencé dans l'épisode 3 via le visuel rappelant Dans la peau de John Malkovich, autre œuvre majeure de ce scénariste. Si on pousse un cran plus loin encore, on trouve parmi les inspirations du film Eternal Sunshine of the Spotless Mind un livre notamment L'arrache-cœur de Boris Vian, qui, en très résumé, parle d'un psychanalyste vide, sans passé ni mémoire, qui cherche à se remplir à partir des expériences d'autrui. Voilà qui pourrait être une forme d'inspiration pour le projet Cold Harbor, mais je reconnais que je suis parti sans doute un peu loin. On remarque que la mariée est une femme de très petite stature et je ne peux pas m'empêcher de penser à l'épisode 2 avec cet homme assis au bureau devant lequel Elena et Drummond passent au cours du magnifique travelling le long de la façade transparente. J'avais souligné dans ma vidéo dédiée à l'épisode que cet homme semblait être anormalement petit. Pour l'instant, je ne peux pas en tirer de conclusion, mais ce parallèle est à la fois fascinant et dérangeant, comme s'il venait commencer très doucement à accréditer certaines des théories les plus folles sur ce que Lumon pourrait fabriquer à l'étage de test. Au sujet des théories, je dois revenir un instant sur le prénom de Dieter, le frère de Kyr, selon ce fameux appendice 4. Dans l'épisode 2, lors des allées et venues en moto de Milchik pour voir les exters, eh bien le bonhomme passe devant un panneau qui annonce un concert bon marché, Dieter's Brother Live, no minimum. De deux choses l'une, soit Milchik a tout inventé en s'inspirant consciemment ou inconsciemment de ce panneau, soit Kyr a bien eu un frère appelé Dieter, et dans ce cas, ce panneau est un clin d'œil pour dire indirectement bien sûr que le frère de Dieter, donc Kyr, est vivant. Je vous laisse choisir la version qui vous plaît le plus. Venons-en maintenant à la confrontation et à la révélation. Déjà, on peut remarquer que dans l'épisode 4 de la saison 1, Ellie est sur le point de se tuer, tandis que dans cet épisode 4 de saison 2, on menace de tuer Elena. Premier point intéressant, pourquoi Elena est-elle venue seule à la cascade? Je pense qu'on peut y voir une forme de questionnement intérieur, voire de culpabilité, suite à la nuit qu'elle a passée avec Mark, qui croit qu'elle est Ellie. De toute évidence, il est plus intéressant de faire d'Elena un personnage capable de changer, ou du moins pas une pure et simple méchante monolithique. Quoi qu'il en soit, quand Irving la confronte à la cruauté qui n'était pas présente chez Ellie et dont elle a fait preuve la veille, le plan sur son visage, avec le passage de caméra d'un côté d'un tronc d'arbre à un autre, vient souligner le fait qu'Elena abandonne le rôle qu'elle tenait encore. La façon dont Irving plonge la tête d'Elena dans l'eau nous rappelle le teasing du jeu qui consistait à attraper des ananas avec la bouche, dans de l'eau aussi, dans le film animé Lumon. Dans les deux cas, c'est une activité assez dangereuse, mais sans doute un petit peu plus quand on vous noie dans une eau glacée. Lorsqu'Elena craque finalement et demande à Seth d'intervenir,
On a d'une part Irving qui insiste beaucoup sur le prénom Seth, ce qui permet à Dylan de comprendre que son épouse connaît Milchick à l'extérieur, puisqu'elle avait mentionné ce prénom lors de leur rencontre, ce qui laisse aussi supposer que Gretchen et Seth seraient collègues, et donc que l'épouse de Dylan, Gretchen, pourrait être gardienne de nuit chez Lumon, comme je le supposais dans ma vidéo sur l'épisode 3. Ensuite, Seth Milchick demande par Talkie-Walkie de supprimer le blocage Glasgow. C'est sans doute ici une référence à l'échelle de Glasgow utilisée pour mesurer la profondeur d'un coma chez un patient. Milchick annonce à Irving que son inter sera renvoyé et effacé à jamais. Irving a simplement le temps de consoler Dylan, qui s'en veut, et de lui crier de se souvenir de Hang in There, ce qui correspond au fameux poster de la break room, sur lequel on voit la silhouette de Dylan dans la salle de contrôle, tandis qu'il maintenait les 2 manettes. On peut donc supposer que Irving aurait peint à l'arrière de ce poster, sans doute, le chemin vers le niveau de test que Felicia aura pu lui expliquer au département optique et design, là où il s'était vu dans l'épisode précédent. Irving fait face au châtiment avec un courage exemplaire et on peut supposer que Milchick devra subir les conséquences d'un tel échec. On peut aussi noter qu'a priori, Lumon était au courant du fait qu'Helena était présente parmi les inters en tant qu'Helena et pas Ellie. Grâce à vos expressions de soutien, notamment en commentaire, en pouce en l'air avec les abonnements, je sais que ces vidéos vous plaisent beaucoup. Vous savez aussi de votre côté de l'écran qu'elles font quand même relativement peu de vues, surtout par rapport au temps de travail que je dois y investir. Et donc je compte à nouveau sur vous pour la soutenir au maximum en laissant des commentaires, en la partageant auprès de votre entourage qui pourrait regarder Severance, en vous abonnant, en laissant des pouces. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, hein, bien sûr. Et puis encore une fois, si jamais vous le pouvez, il y a le Tipeee qui est aussi indiqué en description de la vidéo. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Salut!